Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous parle de livres qui sont faits pour frissonner, des livres parfaits pour Halloween que j'ai sélectionnés dans ma bibliothèque pour vous offrir des petites recommandations parfaites pour cette saison automnale et cette ambiance d'Halloween. Il y a un peu de tout, je vais vous faire découvrir ça et j'espère que ça va vous donner envie de lire tous ces livres. Et on commence avec de la dystopie, avec Hunger Games, donc de Suzanne Collins. Bon, vous connaissez cette saga, je pense, parce que c'est une des sagas dystopie les plus connues, les plus célèbres. Mais donc je vous la recommande clairement parce que je pense que ça peut correspondre à l'ambiance d'Halloween, l'ambiance automnale, puisque ici donc c'est une dystopie, mais on a de la violence, des morts, enfin vous connaissez un peu l'ambiance, c'est un livre qui tient en haleine, très addictif, qu'on ne peut pas lâcher, mais qui est une excellente lecture à la fin évidemment. Je pense que ça peut être une bonne idée de se relire toute la saga, en tout cas de replonger dans cet univers, qui n'est pas le meilleur des univers puisqu'il n'est pas très agréable, on est d'accord, mais il a une atmosphère très particulière. Et donc ici on est dans un futur sombre, sur les ruines des États-Unis, et il y a un jeu télévisé qui a été créé pour contrôler le peuple par la terreur. Ces jeux, c'est les Hunger Games. Le vainqueur, lui, devient célèbre et riche, alors que les autres ont pour destin de mourir, puisqu'il y a 12 garçons et 12 filles qui sont tirés au sort, qui vont participer, et sur ces 12 garçons et ces 12 filles, il n'y a qu'une seule personne qui sera en vie à la fin, c'est le but des Hunger Games. Tout le monde doit s'entretuer. Notre héroïne, c'est Katniss, qui va vouloir prendre la place de sa sœur qui est tirée au sort, donc elle va se porter volontaire pour faire ces Hunger Games, et donc elle va devoir entrer dans ces jeux et tout faire pour survivre. Mais bien sûr, Hunger Games, ce n'est pas que ça, c'est aussi des messages très forts, très politiques avec cette société, et c'est la rébellion finalement qui prend tout son sens et toute sa place grâce à notre héroïne. Donc vraiment Hunger Games, une de mes sagas préférées qui, je vous le dis, est parfaite pour la période. Je vous propose aussi une autre dystopie avec Absolu de Margot Dessen. Là c'est plus récent, c'est une trilogie et c'est aussi un de mes plus gros coups de cœur. Et là encore, c'est le genre de livre qui donne des frissons, qui fait en sorte qu'on tourne aussi toutes les pages à une vitesse phénoménale parce qu'on veut découvrir la suite. Il y a encore une ambiance bien particulière, l'ambiance de la dystopie, cette tension, ces poils qui se hérissent sur notre corps parce que, eh bien, ça fait quand même un peu peur tout ça. Et ici, on suit Prim et Johanna qui sont amies depuis l'enfance, qui ont un avenir prometteur au sein de la grande nation d'Érith qui a été construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie va basculer le jour où ils vont être choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. Et donc ils vont être embarqués là-dedans, 19 générations ont franchi les portes de la zone mais personne n'en est jamais ressorti. Et pour Prim et Johanna, c'est un grand honneur, c'est un sentiment que ne partage pas Edvard, qui lui est persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Et leur arrivée tumultueuse dans la zone va lui donner raison, puisqu'il y a des guerres de territoire et des phénomènes de plus en plus étranges. La zone est en fait un lieu de non-droit, et à l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Et c'est plein de suspense, c'est encore une fois avec une dystopie avec des messages très forts. Au niveau politique, on a beaucoup de réflexions qui sont amenées, beaucoup de suspense, des rebondissements, des péripéties, des personnages extrêmement attachants. De toute façon, c'est une de mes sagas préférées parce que les personnages évoluent, leur psychologie, j'adore. Les 3 tomes sont juste incroyables. Et voilà, c'est vraiment la saga à lire et qui tient en haleine, encore une fois. Vous n'allez pas pouvoir vous décrocher une seule fois de ce livre. Et pour l'ambiance, c'est aussi exactement ce qu'il vous faut pour l'automne. Mais évidemment, quand on parle de frissons, on parle aussi de créatures qui font peur, de créatures abominables, sombres. Alors évidemment, je ne peux pas passer à côté de la recommandation de Vampiria de Victor Dixon, parce que comme son nom l'indique, ici on a des vampires, évidemment. Et quoi de mieux que des vampires pour Halloween ? Eh bien, je vous pose la question. Et donc ici, on est sur une uchronie, et on est vraiment sur une saga très bien imaginée, mais menée tambour battant aussi, très haletante. Ici donc, le roi Louis XIV n'est pas mort en 1715, mais il s'est transmuté en vampire. Donc il est immortel et il règne depuis des siècles sur la Magna Vampiria. Donc les nobles sont des vampires et les roturiers sont des humains qui doivent donner leur sang régulièrement aux vampires.
Mais notre héroïne, c'est Jeanne, et elle en a assez du joug de ce roi, évidemment. Elle va être arrachée à sa famille, et par un concours de circonstances, elle va se retrouver dans l'école qui forme les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Elle va alors mettre au point un plan, une mission pour se rapprocher le plus possible du roi, et bien sûr le tuer parce que c'est son but. Et on est sur une grosse saga avec 3 premiers tomes, donc dans la saga Vampiria. Ensuite on a Vampiria America qui se passe aux États-Unis, plutôt aux Amériques qui n'ont jamais obtenu leur indépendance. On a aussi une BD en 2 tomes qui en fait est une histoire qui se passe dans l'univers. C'est un univers extrêmement riche et complexe, très sombre et sanglant aussi. Victor Dixon ne lésine pas avec le côté horreur. On a vraiment plein de créatures différentes, on a des combats, on a le sang, hein, voilà, il faut le dire. C'est pas pour tout le monde, mais ça reste quand même du young adulte et j'ai vraiment adoré cette saga. Le style de Victor Dixon et puis tous ces personnages, cette histoire qui se défile, les enjeux qui évoluent et qui deviennent de plus en plus importants. Vraiment, j'adore cette saga et il faut la lire pour le talent de Victor Dixon, pour ses idées, pour l'histoire en elle-même. Vraiment, elle vaut le coup. Mais j'ai aussi un autre livre de Victor Dixon à vous proposer qui est Agence Perdido, qui est plus récent. Pour l'instant, il y a 2 tomes et il y en aura 4, il me semble. Encore une fois, un univers assez sombre. C'est plus jeunesse que Vampiria, celui-là est plus accessible, mais il est tout aussi bien. On est dans une ambiance qui peut faire penser au film comme Coraline. Vraiment, cette ambiance un peu effrayante mais en même temps fascinante, et encore une fois c'est une aventure mais palpitante qui se dévore et qui emmène ici dans les oubliettes parce que Victor Dixon s'attaque à une autre créature ici. Il s'attaque aux croque-mitaines et il décide de les mettre en scène dans ce livre, puisque les croque-mitaines, oui, ils existent. C'est eux qui volent les objets, les gens, ces objets et ces gens qui peuvent disparaître dans la vie de tous les jours. Ces croque-mitaines viennent d'un autre monde, ils arrachent des bouts de notre monde, et notre héroïne c'est Lucie, dont la vie va basculer quand sa mère va disparaître. À ce moment-là, elle va être obligée de voler dans les trains de New York pour subsister, jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Rita Perdido, une femme entourée de secrets qui lui propose de rejoindre son agence de retrouvage. Donc Lucie découvre qu'elle fait partie d'une caste en voie de disparition, les retrouveurs, qui ont le pouvoir de pénétrer dans les oubliettes pour en rapporter les objets, les personnes et les souvenirs perdus. Elle est persuadée que sa mère a été enlevée par un croque-mitaine, donc Lucie va se lancer à sa recherche. Mais à mesure que s'éteignent les derniers retrouveurs, les croque-mitaines gagnent en puissance et préparent leur effroyable revanche contre la surface. Je crois que dans le deuxième, on est plutôt du côté des marécages, des marais, donc on sent aussi l'ambiance bien halloweenesque, bien automnale et bien effrayante. Donc j'avais beaucoup aimé ce premier tome, j'ai hâte de lire le deuxième. C'était encore une fois très sympa avec de chouettes personnages, une histoire qui tient la route et qui emporte. Vraiment une très très bonne saga. On peut parler créature aussi avec Lady Helen de Alison Goodman. Donc là c'est le premier tome, il y en a 3, c'est une grosse trilogie, là des gros pavés. On est ici sur de du fantastique et on plonge ici en fait à Londres en avril 1812. Alors oui, on est totalement dans une autre ambiance, un autre univers, et on suit Lady Helen Wexhall qui s'apprête à faire son entrée dans le monde. Bientôt, elle sera prise dans le tourbillon des bals avec l'espoir de faire un beau mariage. Mais une bonne de la maison disparaît, des meurtres sanglants sont commis et Hélène fait la connaissance de Lord Carlston, qui est un homme à la réputation sulfureuse. Il appartient au club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré toutes les couches de la société. Lady Hélène, elle est dotée d'étranges pouvoirs, mais acceptera-t-elle de renoncer à une vie faite de privilèges et d'insouciance pour basculer dans un monde terrifiant ? Et si vous voulez le savoir, il faut lire cette saga évidemment. Je l'ai lu il y a longtemps, donc je n'ai pas un souvenir très précis de ce que ça raconte, mais dans mes souvenirs, on est quand même sur une atmosphère qui fait frissonner, notamment avec ces créatures. On a des scènes assez sanglantes qui sont assez fortes, mais toujours une histoire vraiment extrêmement bien imaginée, très bien menée. Une petite romance évidemment, mais c'est pas que ça. Je me souviens avoir adoré cette trilogie captivante et très très immersive, aussi très riche dans tout ce qu'elle contient. Tous les tomes étaient géniaux, c'était une histoire exceptionnelle qui ne s'oublie pas, même si je vous dis que je ne me souviens pas de tout, mais au niveau des émotions et de ce que j'ai pu ressentir à la lecture, ça je n'ai pas oublié. C'était un gros coup de cœur et on ne parle pas souvent de cette saga, donc vraiment elle est sous-cotée, il faut la découvrir. Et que serait Halloween sans quelques fantômes ? Eh bien, dans Quand tu verras Sadie de Kat Ellis, on parle de fantômes. C'est un thriller young adulte assez court mais qui se dévore encore une fois.
Et ici, on est à Burden Falls, dans cette petite ville assez mystérieuse, dans laquelle on vit avec les légendes locales, notamment celle de Dead Eye Sadie, qui est la plus terrifiante d'entre elles. Ava, c'est notre héroïne, elle n'a jamais voulu y croire, mais quand elle découvre le cadavre de sa pire ennemie de lycée, la légende devient un peu trop réelle à son goût. Fantôme ou non, il y a un tueur en liberté à Burden Falls, et il semble rien avoir après la famille Thorne. Donc ça place le décor. Ambiance parfaite pour l'automne. Là, clairement, on a le brouillard, on a les mystères, on a la peur de notre héroïne, on a cette histoire de fantôme. Est-ce que c'est réel ou non? Ça joue sur notre perception. Voilà, on est comme Ava, emporté dans ce tourbillon de mystères, de secrets et d'incertitudes. Et j'avais beaucoup aimé. J'en garde un bon souvenir en tant qu'un bon thriller qui retourne. Parce que voilà, on s'attend pas forcément à tout ce qui se passe. Il y a aussi beaucoup d'action, des personnages attachants. C'est un thriller psychologique qui retourne, qui marque, qu'il faut lire. On ne quitte pas encore les phénomènes étranges parce que je vais vous recommander la BD Le Manoir, donc le tome 1 qui est Liam et la carte d'éternité. À l'origine, c'est un roman que j'avais lu quand j'étais plus jeune, mais je peux moins vous donner un avis dessus parce que je n'ai vraiment que très peu de souvenirs, mais j'ai vu qu'ils avaient adapté le roman en BD, j'ai lu le tome 1, et donc ici, en fait, on est, si vous voulez frissonner encore une fois et vous plonger dans une histoire paranormale, eh bien il faut lire cette BD, ou en tout cas le roman. C'est jeunesse, il faut quand même que je précise, mais c'est quand même très agréable à lire. Donc ici, notre protagoniste, c'est Liam, qui après une longue maladie est envoyé en convalescence au manoir. Mais tout dans cette vieille demeure l'inquiète, à commencer par les autres pensionnaires qui sont plus étranges les uns que les autres. Et donc il ne voit qu'une chose à faire, s'enfuir. Mais évidemment, est-ce que ça sera possible? Est-ce que c'est si simple que ça? Que cache vraiment ce manoir? C'est toutes les questions qui vont hanter le lecteur pendant toute la lecture. J'ai beaucoup aimé les dessins aussi. Voilà, c'est un bon livre jeunesse pour plonger dans une ambiance un peu effrayante avec ces personnages assez étranges qui font se poser des questions, et comme on n'a pas les réponses, on veut avancer toujours plus dans l'histoire. Il y a le tome 2 qui est sorti et je crois que les deux rassemblés forment en fait le premier roman. Donc j'aimerais bien lire la deuxième BD parce que je ne sais plus en fait le fin mot de cette histoire, en tout cas du tome 1, et ça me démange, hein, ça me ronge. Donc encore une fois, vous voyez le genre, vous voyez le style, vous voyez l'atmosphère, c'est tout simplement parfait. On part ensuite sur de la fantasy avec The Prison Healer, une trilogie qui fait partie de mes plus gros coups de cœur de fantasy en fait de toute ma vie, ça je peux le dire. C'est de Lynette Noni, et donc ici on suit en fait Kiva, qui est emprisonnée dans la prison de Zalindov depuis plusieurs années maintenant. Elle a de la chance, elle ne subit pas les conditions terribles que peuvent subir les autres prisonniers, en tout cas dans une certaine mesure, puisqu'elle est guérisseuse, et donc c'est elle qui soigne en fait les prisonniers qui arrivent ou ceux qui se blessent. Mais on est dans une prison vraiment terrible, avec des conditions de vie horribles, de la torture, on a des prisonniers qui meurent. Cette prison accueille les pires malfrats de cet univers magique, mais Kiva, elle n'a rien fait, elle est vraiment ici par un concours de circonstances, et malheureusement elle doit survivre parce qu'elle a des messages de sa famille qui lui promet de venir la chercher lorsqu'ils pourront un beau jour. Donc elle survit grâce à ça, et parce qu'elle peut continuer à soigner eh bien, les gens qui ont besoin d'elle, et donc ça lui permet d'avoir quelques petits privilèges. Elle survit comme ça depuis des années, mais tout va basculer le jour où deux prisonniers assez particuliers vont atterrir dans la prison. Il y a Jaren et il y a une autre mystérieuse femme, et donc oui, tout va basculer. Elle va m'embarquer dans une grande aventure qui va s'étaler donc sur 3 tomes, et on est d'abord sur la prison, mais ensuite on va explorer le monde créé par l'autrice. Et déjà c'est ça que j'ai adoré avec cette saga, c'est le monde, l'univers, la magie, l'histoire en elle-même avec les idées de l'autrice qui sont juste dingues. C'est une très bonne saga de fantasy avec tous les enjeux qu'on aime, des ennemis à vaincre et puis une quête qui prend pas mal de place, une petite histoire d'amour qui vraiment passe très bien, qui est très plaisante à lire. Mais ce tome 1 est vraiment le meilleur pour ce qui est ambiance un peu effrayante, parce que dans cette prison on a toujours cette tension, on a les chefs de la prison qui sont terribles, on a cette peur qui est insistante, qui est toujours là, et c'est pour ça que je vous recommande cette saga déjà pour cette période.
C'est vraiment un coup de cœur et si vous aimez la fantasy, je pense que vous pouvez adorer parce qu'il y a tout ce qu'il faut en fait pour faire une bonne fantasy. On continue avec cette fois-ci du post-apocalyptique avec U4 de Vincent Villemino. Donc ici c'est le tome Stéphane puisqu'on a ici en fait 4 tomes qui sont 4 romans à lire dans l'ordre de son choix. Chacun a été écrit par un auteur différent. Donc déjà l'idée est juste vraiment géniale. Et on est ici, donc on suit donc ces 4 personnages, Stéphane, Yanis, Coridwen et Jules, qui ont entre 15 et 18 ans et qui ont survécu au virus U4 qui a décimé 90% de la population mondiale. Ils ne se connaissent pas, mais ils sont en route vers le même point de rendez-vous. Et donc ici c'est le tome sur Stéphane qui est en fait une jeune fille qui vit à Lyon et c'est le chaos, des bandes de jeunes commencent à piller les appartements vides, d'autres investissent les lycées désertés. Et elle dit, moi je préfère attendre mon père chez nous et s'il ne revient pas j'irai au rendez-vous, j'irai jusqu'à Paris pour le retrouver dans son bunker de l'armée. Un résumé aussi assez mystérieux, assez intriguant, mais qui annonce en fait un roman aussi assez sombre par rapport au côté assez sombre avec le côté apocalyptique. C'est un roman assez puissant qui claque au niveau de la plume du personnage de Stéphane, qui ne laisse pas indifférent. J'avais beaucoup aimé ce premier tome, mais bon, c'est en fait n'importe quel tome. Et en fait, on devine tout doucement les liens avec les deux autres personnages. On les voit pas tous dans celui-là, mais on sait qu'on sent qu'il y a un lien et je crois que Stéphane va croiser certains d'entre eux, si je me souviens bien. Donc déjà, l'idée est très originale et la manière dont c'est tourné, dont c'est mené est vraiment excellente. On est vraiment dans cette ambiance de fin du monde, cette ambiance apocalyptique qui fait frissonner. On a des scènes assez dures aussi, une plume assez dure, mais c'était vraiment un très bon livre qui encore une fois ne se lâche pas et qui peut aller mais à merveille avec le brouillard à l'extérieur pour vous mettre un peu le contexte de lecture que j'imagine avec tous ces livres finalement. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Mais si vous cherchez un roman apocalyptique, c'est vrai qu'il n'y en a pas souvent, c'est pas du coup une dystopie mais vraiment apocalyptique, et bien je vous recommande U4 qui est une très bonne saga. Et on va terminer avec Stalker de Sarah Epstein, une autrice que j'avais découvert avec son premier, je ne sais pas si c'est le premier, mais avec son thriller Deepwater. Je vous recommanderai dans une vidéo thriller parce que oui, j'ai aussi cette petite vidéo de prévue. Passons, j'ai lu Stalker et là, non mais évidemment, on est sur le livre qui, oui, quand même terrifie et qui donne froid dans le dos. La petite phrase ici, je ne sais pas si vous la voyez, mais donne l'ambiance, hein, puisque dans ce cauchemar, la seule chose réelle, c'est la peur. Et ça illustre parfaitement. Donc on est sur l'histoire de Tash qui rêve d'être une adolescente normale, mais elle est traumatisée par un cauchemar d'enfance et elle ne sait plus ce qui est réel ou inventé. A-t-elle vraiment assisté à l'enlèvement de Mallory Fisher alors âgée de 6 ans ou n'était-ce que le produit de son imagination ? Sauf que les Fisher vont se réinstaller en ville, le cauchemar va recommencer, Tash n'a pas le choix. Pour se défaire de ses angoisses, elle doit à tout prix découvrir ce qui s'est passé 9 ans plus tôt. Et ce qui s'est passé 9 ans plus tôt, personne ne peut le deviner, en tout cas moi je n'ai pas pu le deviner et c'est difficile à deviner. L'autrice est, j'ai envie de dire, un génie pour la construction de son récit, que ce soit pour cette affaire, que s'est-il passé 9 ans plus tôt, que dans le déroulement de l'histoire globale. Parce que voilà, Tash ne va pas du tout être tranquille pendant tout ce livre, les cauchemars vont revenir, mais surtout elle va vraiment avoir l'impression d'être folle parce qu'elle va voir des choses, entendre des choses, penser qu'il y a quelqu'un qui la suit, enfin le stalker exprime bien ce qui se passe dans ce livre finalement. Elle ne sait pas ce qui est réel et nous on ne sait pas non plus. Et on est mal pour Tash, on est mal parce que nous aussi on vit ce cauchemar, on a peur de découvrir la vérité. C'est un roman encore une fois qui ne se lâche pas, qui peut mettre mal à l'aise mais qui est très bien écrit et construit. Ce qu'on retient surtout c'est l'intrigue, pas forcément les personnages mais qui sont quand même très sympathiques. J'ai vraiment adoré ce roman et il est encore une fois parfait pour la période, donc pour avoir une petite frayeur, vous pouvez lire Stalker. En tout cas, j'ai un souvenir très marquant de cette lecture. Voilà pour cette vidéo recommandation Halloween. J'espère que ça vous aura donné envie, que ça vous aura donné des idées. Si vous avez lu un de ces livres, évidemment, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas à me les donner en commentaire aussi, évidemment. Franchement, c'est vraiment des livres que j'ai beaucoup aimés et que je relirai avec grand plaisir
dans cette période automnale, puisque je vous le dis, ils correspondent parfaitement, en tout cas de mon point de vue. Mais il y a d'autres livres qui m'attendent, évidemment. J'ai hâte de découvrir tous les livres dont je vous ai parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans une vidéo dans laquelle justement je vous présente mes prochaines lectures. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bel automne, toujours de vous emmitoufler dans un plaid pour lire le meilleur thriller que vous avez dans votre bibliothèque. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!